le touriste qui se perd dans la ville croise sans cesse des lecteurs de manga au nez plongé dans des revues bon marché. Ici, lire un manga est un acte quotidien et naturel. Normal, me direz-vous, puisqu'au bout du compte, plus d'1 milliard d'exemplaires sont vendus chaque année. Voilà, ce matin-là, assis dans le métro, j'en étais là de mon sujet sur les mangas. J'étais parti 2 semaines plus tôt avec l'idée de rencontrer les plus grands auteurs du genre. Je voulais faire tomber les préjugés qui entourent ce phénomène de société. Mais mon échec était total. Car ici, les dessinateurs de mangas, les mangaka, sont de véritables stars inaccessibles, impossibles à approcher. Vraiment impossibles à approcher. Mais alors que je m'apprêtais à rentrer en Europe, totalement bredouille, la chance m'a enfin souri pour la première fois depuis mon arrivée. Pour un Européen comme moi, Kan Takahama était un don du ciel. Cette mangaka, issue de la nouvelle génération de dessinateurs japonais, allait sûrement pouvoir m'ouvrir toutes les portes de la galaxie manga. Ce soir-là, après notre premier dîner ensemble, nous avons évoqué les origines du manga. Elle m'a appris, à mon grand étonnement, que les prémices de cette culture remontaient en fait au XIIe siècle. Dragon Ball, Akira et Naruto avaient donc de lointains ancêtres dont je ne soupçonnais même pas l'existence. En fait, ce qu'on appelle manga existe depuis très longtemps au Japon. C'est dans notre tradition de raconter de petites histoires, ou même des blagues à travers des dessins séparés en cases. Ces impressions bon marché circulaient de famille en famille. Autant que je sache, cela a toujours existé au Japon. Ce que j'ai fini par apprendre, c'est que le premier mangaka japonais était un bonze. Il vivait au XIIe siècle dans la cité de Kyoto, qui était à l'époque la capitale du Japon. De confession bouddhiste, ce bel homme qui avait fait vœu de chasteté ne pouvait se promener dans le calme des jardins du temple de Kozanji sans attirer le regard des plus belles geishas. Sachant que la chair est faible, il avait choisi de se couper l'oreille gauche pour s'enlaidir. Cette lucidité quant à la nature humaine l'avait conduit à dessiner les premiers pamphlets de l'histoire du dessin japonais. Ces caricatures, crayonnées sur des rouleaux de papier, décrivaient les excès et les dérives des puissants seigneurs de Kyoto. En leur donnant des visages d'animaux, il évitait la censure et ses conséquences. En 12 rouleaux de dessin, il inventa le premier manga japonais. Il était devenu, sans le savoir, le premier mangaka de l'histoire. Au Japon, les mangas n'ont pas une image qui se résume à sexe et violence.
Les mangas pour garçons, les shonen mangas sont les plus répandus, c'est vrai. Mais vous devez comprendre qu'il existe beaucoup d'autres genres de mangas. Les mangas pour adultes, seinen manga, les mangas pour enfants, ceux pour les filles, shoujo manga et même pour les femmes actives. Si on commence à détailler les genres, on peut aller jusqu'à l'infini. Mais c'est le marché des ados qui est le plus répandu dans le monde. C'est pour ça qu'à l'étranger, on a l'impression que seuls les mangas pour ados existent. Vous savez, même dans les rubriques financières des journaux, on donne des informations très sérieuses sous forme de manga. Au Japon, beaucoup de personnes pensent que l'association texte et dessin rend l'information beaucoup plus efficace. Pour mon article, tout ça était très bon. Je voyais déjà mon sous-titre d'accroche. Les mangas ne sont pas ce que l'on croit. Une culture sous-estimée en Europe. En pleine nuit, assis sur le trottoir, je continuais de prendre des notes pendant que Kan me livrait de nouvelles informations. Elle commença par me resituer le Japon dans son contexte historique. La folie nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki est une blessure encore présente aujourd'hui pour tous les Japonais. À l'époque, le chaos fut total, d'une violence physique et morale difficile à décrire. Face à un tel choc, le Japon, aidé par les finances américaines, décida une reconstruction éclair. Travailler. Travailler énormément pour oublier au plus vite les horreurs passées. C'est dans ce contexte de production de masse, de travail à la chaîne globalisée et d'efforts généralisés pour la nation qu'explose le phénomène manga. Le gouvernement et les grandes entreprises japonaises vont utiliser cette forme d'expression. Ils font écrire des histoires dont les récits sont chargés de gonfler le moral des Japonais et d'encourager à l'effort de reconstruction. Ces bandes dessinées collent parfaitement à l'époque. Peu chères à produire, elles sont facilement sérialisées et peuvent être tirées sur du papier bas de gamme. Le manga devient un outil d'information populaire. Et en marge des mangas institutionnels, toute une génération d'artistes s'empare de ce genre pour s'exprimer. Son chef de file est Osamu Tezuka, le plus illustre mangaka de toute l'histoire nippone. Ses personnages comme Astro Boy sont bien plus célèbres au Japon que Tintin en Europe. Lors de son décès en 1989, une journée de deuil national a été décrétée. Les mangas n'ont donc aucun équivalent dans notre culture occidentale. Aucune forme artistique n'a pris chez nous une telle ampleur dans notre vie quotidienne. La jeunesse japonaise en a fait au fil des années le mode d'expression de sa soif de liberté. À ses yeux, les mangas expriment au grand jour tous les sentiments qu'elle ne peut afficher en société. Après ce rapide voyage dans l'histoire du manga, Kan est passé me prendre le lendemain matin pour aller chez Yoshihiro Tatsumi, l'un des plus anciens mangaka. Il a commencé sa carrière au début de l'avènement du manga. Tout de suite après la guerre, il y a eu une véritable pénurie de papier. Peu de livres étaient édités. Pour compenser, le gouvernement a créé des boutiques de location de manga. Il y a eu jusqu'à plus de 30 000 boutiques de ce type dans tout le Japon. Les gens louaient un livre à la journée. C'était un peu comme les locations de cassettes vidéo aujourd'hui.
Au début, c'était surtout des jeunes qui se rendaient dans ces magasins de location. Les mangas arrivaient et disparaissaient aussitôt. Il y avait beaucoup de mangas sans suite, anonymes, écrits par des amateurs. Nous avons été tout un groupe d'artistes qui a commencé à écrire des livres pour la location. Le premier et le plus illustre d'entre nous était évidemment M. Tezuka. Il avait décidé d'écrire des mangas avec des histoires plus profondes, avec une vraie dramaturgie. Et donc, l'âge des lecteurs de ces mangas a fini par évoluer petit à petit, et les adultes nous ont lus. Évidemment, au début, certains adultes n'étaient pas contents. Ils affirmaient que nos mangas étaient beaucoup trop violents pour les jeunes. Et il faut comprendre que nous, on ne voulait pas mentir dans nos dessins et nos histoires. Jusque-là, dans les mangas de cette époque, il y avait bien sûr des scènes où on tuait des gens. Mais elles étaient simplistes. Les personnages ne saignaient jamais. Et les blessures n'étaient dessinées avec aucun réalisme. Nous, on pensait que tuer quelqu'un, ce n'était pas un acte anodin. Et on a donc dessiné du sang. On a voulu parler de réalité. Vous savez, on n'écrivait pas en espérant avoir une notoriété. On avait juste passé la vingtaine. Et moi, par exemple, j'écrivais des mangas afin de gagner assez d'argent pour vivre. Je ne réfléchissais pas trop à comment les lecteurs recevraient les mangas. On n'a jamais écrit en se demandant si notre œuvre aurait un impact véritable auprès de millions de lecteurs. En marchant dans les rues de Tokyo, je m'aperçois que 60 ans plus tard, la culture manga est descendue dans la rue. Dans une société japonaise, où les seules outrances autorisées aux plus jeunes sont vestimentaires, cette culture graphique influence tous les courants de mode. Les stylistes occidentaux, comme les publicitaires, viennent y renouveler leurs idées. Car ici, nous sommes dans le quartier de Shibuya, le cœur de cette culture manga. Chaque soir, des milliers d'habitants viennent s'y détendre en sortant de leur bureau. Les salariés comme les étudiants se divertissent pour oublier leur journée. Pour la plupart, ils ne rentreront chez eux qu'avec le dernier métro. Certains resteront sur place, trop saouls pour rentrer, ou ne disposant pas d'un laps de temps suffisant avant de reprendre leur travail. Ils pourront toujours se réfugier dans un café manga pour se reposer quelques heures. Ces lieux étranges sont ouverts 24 heures sur 24. On y croise des hommes et des femmes de tous les âges qui viennent lire les milliers de mangas mis à leur disposition. Un soir, j'ai fait comme eux, et j'ai fini par rencontrer Moto, un jeune salariman comme ils s'appellent entre eux, un habitué de ces mangakissa. Je dors souvent ici. Soit parce que je sors avec mes amis et que je loupe le dernier train, ou après avoir été au karaoké et m'être un peu trop amusé. Je viens ici pour dormir, mais surtout pour lire des mangas jusqu'à épuisement. Récemment, il y a en fait toutes sortes de mangakissa qui sont apparus à Tokyo, avec des cabines comme celle-là, pour ne pas être vus de l'extérieur. On en trouve aussi bien avec des connexions Internet, comme ici, avec des jeux vidéo online pour jouer à plusieurs. De nos jours, il y a même des mangakissa avec des douches, avec tous les petits services dont on peut avoir besoin. Un rasoir, une brosse à dents, un peigne. Vous savez, c'est presque comme un hôtel.
En fait, c'est vraiment pour nous dire, vous pouvez dormir ici. Il y a de plus en plus de salarymen qui boivent après le travail. Au Japon, on dit qu'il y a des périodes où les gens boivent plus qu'à d'autres. Au cours de ces périodes, certains mangakisa font de la publicité. Ils te disent, venez vous doucher chez nous, on te vend aussi des chemises blanches. Et le matin, quand il est l'heure d'aller au travail, on voit de vrais troupeaux de salarymen sortir des mangakisa. Et là, je me dis, ça va trop loin. Il y a quelque chose qui cloche. Il se passe parfois de drôles d'histoires dans les mangakisa. Une fois, je me souviens, dans la cabine d'à côté, il y avait quelqu'un qui était enfermé depuis 2 ou 3 jours. Quelqu'un d'apparence tout à fait normale, habillé comme un salaryman. Pas du tout comme un clochard, vraiment quelqu'un de normal. En fait, il a commencé à se disputer avec les gens du mangakisa et à se faire gronder. Les employés lui disaient « Mais sortez, sortez au moins une fois, après vous pourrez revenir si vous voulez ». Ils ont continué à se disputer. Il leur disait « Moi je veux rester, j'ai payé pour mes journées, laissez-moi ici ». J'ai trouvé ça assez marrant en écoutant de loin. Pourquoi il reste aussi longtemps? Pourquoi il ne rentre pas chez lui? Ce matin, je rentre dans le métro à la station Ginza. J'achète mon magazine manga au kiosque de Madame Mizuno et je m'installe comme tout le monde dans un wagon. J'ai enfin l'impression d'être un vrai japonais. Mon état un peu euphorique a une raison précise. Grâce à l'intervention de mes nouveaux amis mangaka, je vais rencontrer la nouvelle star des magazines manga, Naoki Urasawa. Son succès est tel qu'il est depuis peu l'un des 5 plus gros revenus du Japon. Et oui, il faut bien comprendre que ces magazines se vendent chaque semaine à des millions d'exemplaires. Chaque hebdomadaire est composé de plusieurs mangas à épisodes. Et le principe est simple. Si le manga plaît, il peut continuer pendant des années. Sinon, il s'arrête. Ah, votre cote de popularité est très basse. Vous êtes le dernier mangaka sur le palmarès de la semaine dernière. Mais moi je travaille jour et nuit, à réfléchir à ce qui plairait aux enfants. C'est ça le problème. Vous êtes trop soumis à la demande des lecteurs. Or, c'est à vous de susciter l'enthousiasme des enfants. De toute façon, votre manga s'arrête la semaine prochaine. Faites que ça passe, faut que je retrouve la forme. Naoki Urasawa, lui, ne connaît pas ce genre de problème. Ces mangas ont l'avantage de toucher un large public qui va des adolescents aux adultes. Dans son dernier succès en date, 20th Century Boys, il synthétise parfaitement leurs attentes. Il mélange nostalgie de la vie des années 70
et thrillers palpitants. Bien sûr, dans mon métier, c'est le dessin que j'aime. Mais physiquement, c'est une activité très exigeante. Alors quand j'invente une histoire et qu'une idée fait tilt dans ma tête, je vois tout de suite ce que je vais en faire. Et finalement, plus que le dessin, c'est peut-être ça que je préfère. Créer une histoire. Vous savez, j'ai l'impression qu'en Europe, on passe beaucoup plus de temps pour dessiner une œuvre. Au Japon, le rythme de travail des mangaka pour les magazines est vraiment intense. Je crois que c'est un rythme de travail qui est impensable en France. Alors c'est vrai qu'en regardant rapidement un manga, vous pouvez penser que peu de temps est accordé au dessin. Bon, Naoki Urasawa vient de formuler une pointe d'humour très japonaise quant à son rythme de travail. Je dois vous la préciser avant de continuer. Dans un magazine japonais, chaque épisode d'un manga est composé de 25 planches hebdomadaires. Je vous rappelle qu'en Europe, un dessinateur réalise en moyenne 72 planches par an. Ici, le mangaka doit en livrer chaque année plus de 1300. Dans un atelier comme celui de Naoki Urasawa, on comprend très vite que chaque assistant a une fonction bien précise. Le mangaka est en fait comme le réalisateur d'un film. Après avoir écrit l'histoire, il dessine l'ébauche et délègue le reste des tâches avant de finaliser son œuvre. Cette production intensive influence jusqu'au style artistique des mangas. Les dessins sont simples, ils sont concentrés sur deux choses, l'action et l'émotion des personnages. L'aspect épuré du noir et blanc est renforcé par la technique des trames. Ce jeu d'ombre, appliqué avec un papier plus ou moins opaque, crée un relief et met en valeur ce qu'il faut voir. Je pense qu'il existe une vraie différence entre un manga et une bande dessinée européenne. En fait, je crois que ce qui change le plus, c'est le nombre d'informations contenues dans une planche. Il y a beaucoup plus de cases dans un manga. C'est très découpé. À travers les cases, chaque scène, chaque action sera dessinée avec plus de détails. Le temps est éclaté. « 1973. On pensait que les choses allaient changer. J'attends et je m'ennuie, et je me pose aussi quelques problèmes. Pourtant on s'est connus par une claire nuit. La ferme. On s'en fout des perles de la mer Égée de Paul Moria. On s'en fout du charme de la mélodie du silence. La pause de midi, c'est du temps libre. Moi, je veux écouter. On pensait que quelque chose allait changer. Quelque chose. Pendant le repas, ce qu'on veut écouter... c'est ça. Pour la première fois, du rock résonnait dans le 4e collège. Et rien n'a changé. En fait, pour réussir un bon manga, je crois qu'il est important de pouvoir saisir l'air du temps. Comprendre ce qui est vital pour nous, comprendre ce qui nous manque aujourd'hui. Est-ce qu'on a plus besoin de sensations nouvelles ou au contraire de se retourner sur son passé? Il faut ressentir l'atmosphère de notre époque.
seulement Naoki Urasawa est un garçon sympathique, mais en plus c'est un très bon guitariste de rock. Il joue tellement bien que je suis en retard pour mon rendez-vous avec Kan. Je dois la retrouver au parc d'Harajuku, en plein centre de Tokyo. En fait, tous les dimanches après-midi, des centaines de jeunes filles se retrouvent là-bas pour montrer leurs nouveaux costumes. Ça s'appelle du cosplay. Cette tradition japonaise possède de nombreux codes comme le perlook, où les jeunes filles s'habillent et se promènent en ville comme des sœurs jumelles. Avec Kan, nous allons prendre un verre dans l'un des nombreux bars cosplay de la ville. Ici, les jeunes filles sont exclusivement déguisées en personnages manga. Elles servent à boire et à manger à de jeunes hommes qui inévitablement finissent leur repas en prenant une photo souvenir de ces demoiselles. Par bonheur, elles changent de costume tous les jours. Quand j'étais petite, j'habitais à la campagne. Et il n'y avait pas du tout d'enfants autour de moi, donc personne avec qui jouer. Que des personnes âgées. Alors le soir, je regardais des dessins animés à la télé et j'allais acheter des livres dans une librairie. C'était des livres de coloriage. Tu sais, c'est à peu près les seules distractions que j'avais à l'époque. C'est à partir de cette époque que j'ai commencé à dessiner comme dans les dessins animés de Dragon Ball. Au Japon, surtout pour les enfants jusqu'au collège, dessiner les personnages de manga que l'on aime et se les montrer entre amis est quelque chose de très courant. Les enfants qui dessinent bien deviennent très vite populaires dans la classe. Alors on s'entraîne beaucoup. Je suis devenue mangaka quand j'avais en fait 20 ans. Et pour tout dire, c'est un soir, j'avais un peu trop bu. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fini par dessiner un manga comme ça, pour m'amuser. Et un ami qui était là m'a dit que c'était très bien. Et ensuite, on est allé voir un éditeur. En fait, c'est à 23 ans que j'ai débuté. Oh merci, merci beaucoup. J'étais toute décoiffée. Une mangaka m'a touchée, ça porte chance. Évidemment, je vous ai déjà dit que les mangakas sont extrêmement populaires au Japon. Mais hier, en marchant sur Omotesando, l'avenue chic de Tokyo, j'ai pu en vérifier la réalité. Le leader du cosmétique japonais utilise actuellement pour sa nouvelle campagne publicitaire pour hommes le personnage principal du manga le plus populaire du moment. Yamamoto est le héros de la série Vagabond. Ce samouraï de l'air et d'eau est devenu en 3 ans un vrai phénomène de société. Et du coup, son mangaka, Takehiko Inoue, un ami d'Urasawa, est un homme comblé. Pourtant, au premier abord, son manga pourrait contenter les détracteurs du genre. La violence semble dominer dans chaque planche. Avant de commencer à écrire Vagabond, j'ai écrit un manga sur le basketball qui s'appelle Slam Dunk. En fait, ce manga montrait surtout les côtés très positifs et lumineux des individus. Donc, quand j'ai eu fini d'écrire ce manga, j'ai eu envie de dessiner un peu l'inverse, l'opposé de ce que j'avais déjà fait. Alors bien sûr, le fait de combattre avec des armes n'est pas quelque chose d'amusant. Ça fait ressortir les côtés assez sombres des personnages. J'ai eu envie de dessiner ce genre de situation. Et quand j'ai lu le roman sur Yamamoto, je me suis dit que c'était ça que j'avais envie de créer.
C'est vrai, certaines personnes pensent que ce genre de manga ne propose que de la violence gratuite. Et que nous, mangaka, nous nous divertissons avec des personnes qui meurent. Mais mon parti pris d'auteur, c'est que je tiens absolument à dessiner des samouraïs tels qu'ils étaient vraiment. C'est-à-dire que quand une personne meurt, je n'ai pas envie de dessiner une telle scène à la légère, comme dans un jeu vidéo pour enfants, où la vie d'un homme n'a pas l'air de valoir grand-chose. J'écris et je dessine Vagabond depuis plusieurs années. Et donc, obligatoirement, je pense que pour les lecteurs, comme pour moi, c'est dur de voir un personnage que l'on a vu évoluer et grandir, mourir. On ressent inévitablement de la tristesse et de la souffrance. C'est ce genre d'émotion que j'ai envie de faire ressentir. C'est pour ça que je dessine la mort ainsi. Et au bout du compte, je n'allégerai jamais ce type de situation. Le personnage de Miyamoto Musashi, tel que je le décris au début de mon manga, n'a en fait que la notion de fort ou de faible. Il vit avec cette idée que seuls les plus forts sont des grands, des hommes. Je me bats, donc je suis fort. Au départ, c'est ce sentiment qui prédomine. C'est cette atmosphère qui se dégage de son être. Et c'est ce que lui a fait comprendre ce vieux bonze. Que ça se voit. Que quand on le regarde, on sait véritablement ce qu'il pense. Et c'est à cet instant que Miyamoto se demande si cette notion de fort ou de faible suffit réellement à définir un homme. Du coup, il comprend qu'il doit changer et il commence en fait à grandir. Il apprend petit à petit à découvrir les sentiments des autres personnes, de ceux qui l'entourent. En fait, c'est tout ce processus, l'histoire de Vagabond. Savoir se dominer, dompter son côté sauvage, c'est ça l'homme finalement. Bien sûr, je pense que c'est possible. Et je pense qu'en fait, ça se détermine par l'éducation que l'on a. Si on grandit en ayant été aimé, je pense qu'on peut facilement arriver à se dominer. Pour moi, c'est ça, être un être humain. Je viens de passer une heure à jouer des coudes avec plusieurs milliers de personnes particulièrement impatientes. Tout ça pour participer à la grande messe populaire de la culture manga. Le Comiket, c'est son nom, a lieu 2 fois par an. Les fans de manga venus de tout le pays s'y retrouvent pour partager leur passion des mangas pour adolescents. Les jeunes dessinateurs amateurs viennent montrer leurs dessins parodiques et les cosplayers exhiber leurs nouveaux costumes. 11 heures. Aujourd'hui, c'est la journée spéciale Shoujo Manga, les mangas pour filles. À midi, la température ambiante dépasse les 40 degrés sur la terrasse. Les cosplayeuses sont déjà plus de 3000. Leur demander pourquoi elles font ça.
J'aime beaucoup le cosplay. Ça me permet de ressembler aux personnages que j'aime. Et puis, je peux rencontrer facilement des personnes qui aiment les mêmes mangas que moi. Et on devient très vite amis, car on se comprend bien. J'aime le cosplay parce que j'aime fabriquer des vêtements. Et je peux faire des tenues mignonnes pour les mettre ensuite. C'est pour ça que j'ai commencé. Les filles posent sans relâche. Leur demander depuis quand elles font ça. Ça fait 12 ans maintenant que je fais du cosplay. Moi, ça fait à peu près 3 ans que je fais du cosplay. 14 heures. Mais qui sont tous ces photographes? On se croirait au Festival de Cannes. Ne pas oublier de leur demander pour qui ils travaillent. 14h05. Aucun ne veut me répondre. Juste compris qu'ils sont tous amateurs. 14h06. On vient de m'expliquer qu'il est interdit de photographier les photographes. 15h. La foule dépasse les 150 000 personnes dans les 3 hangars et sur la terrasse. Ce sera pire dans 1 heure. Ne pas oublier de demander aux filles si elles font ça souvent. Avec mes copines, on se retrouve 1 fois par semaine pour faire du cosplay. Sinon, le reste de la semaine, on travaille comme tout le monde. Moi, je fais du cosplay environ 1 fois par mois. Je fais du cosplay à peu près 1 fois par semaine. J'en fais juste au Comiket, c'est-à-dire 2 fois par an. 16 heures. On vient enfin de me traduire en français le mot manga. Cela veut dire image dérisoire. Le train roule maintenant depuis plus de 5 heures. Je suis dans le Super Akuto, en direction de la région de Tottori, au sud-est du pays. J'ai pris hier soir la décision de quitter Tokyo pour aller dans la ville de Kuryaoshi. En fait, je dois vous faire un aveu. Il y a plusieurs mois, j'ai accepté ce sujet sur les mangas parce qu'un auteur m'a emballé. Jiro Taniguchi est un mangaka plein de talent et atypique. Il est devenu en Europe un véritable phénomène culte, mais il est au Japon un quasi-inconnu. Ces mangas relatent la vie de salariman provinciaux partis travailler et consumer leur âme dans la grande mégalopole de Tokyo. Une thématique qui semble universelle. Depuis 30 ans qu'il dessine, dans un relatif anonymat, il a pris l'habitude d'être humble et solitaire. À Tokyo, tout le monde m'a dit qu'il était impossible de le rencontrer. J'ai donc choisi de partir sur les traces de son manga le plus célèbre, Quartier lointain. L'action se déroule dans sa ville natale, à Kuryaoshi, et l'histoire commence dans le Super Akuto.
Ce manga de Jiro Taniguchi est à mi-chemin entre le réalisme documentaire et le roman fantastique. Il retrace l'histoire d'un salariman qui, au moment où il se recueille sur la tombe de sa mère, est transporté dans le passé. Il retourne dans son enfance à l'âge de 7 ans, tout en conservant son identité d'homme de 40 ans. Il connaît tout de son passé, des secrets et des drames familiaux qui ont secoué sa vie. Va-t-il changer le cours des choses, mieux comprendre ce qui a façonné son existence ? Ce jour-là, je me suis perdu dans la ville. J'ai fini par trouver un salon de coiffure ressemblant étrangement à celui du père de Taniguchi dans son manga. Assis là, en attendant mon tour, j'avais l'impression de rencontrer la quiétude de la province japonaise. Celle-là même qui fait tout le charme de ces mangas. Alors le lendemain, en rentrant sur Tokyo, j'ai commis l'irréparable. J'ai escaladé le balcon de l'atelier de Jiro Taniguchi et je l'ai surpris en plein travail. Vous savez, quand j'étais enfant, ce n'était pas du tout des mangas comme Quartier lointain que j'aimais. Moi, j'aimais beaucoup plus des mangas fantastiques. Ouais, des mangas comme Dragon Ball. Bon, évidemment, Astro Boy aussi. Je les lisais avec beaucoup d'intérêt. En fait, je dessinais en imitant un peu ces mangas. Et puis petit à petit, je me suis dit que ce serait bien si un jour je pouvais devenir mangaka. Quand je suis devenu adulte, il y a eu un magazine de manga, Garo, avec des gens comme Yoshihiro Tatsumi, et c'est ce genre de manga que j'ai fait. Je n'ai pratiquement jamais eu à écrire un manga qui ne me plaisait pas. Je ne me suis jamais dit que je n'aimais pas écrire ceci ou cela. Bon, bien sûr, quand j'étais plus jeune, quand je devais absolument manger, il m'est arrivé d'écrire ce que la maison d'édition me commandait. J'ai dessiné des mangas érotiques, ou bien des mangas d'action très simplistes. J'ai écrit un peu de tout au départ. Mais moi, ce que j'aime, c'est dessiner. Donc je n'ai jamais eu de sentiment négatif en dessinant. Vous savez, rien que le fait de dessiner me rend heureux. Ce que je fais en ce moment, de pouvoir raconter mes histoires comme je l'entends, est quelque chose qui me fait dire que je suis un homme comblé. Je suis resté plusieurs jours sans nouvelles de Cannes. Impossible à joindre. J'ai fini par la débusquer dans son village, à 1 heure en train de Tokyo. Au téléphone, elle m'avoua qu'elle n'allait pas très bien et me fixa rendez-vous chez son professeur de cérémonie de thé. Quand je commence un nouveau manga, je choisis les personnages, l'âge, le sexe, leur travail, leur caractère, le genre de musique qu'ils aiment. C'est ce à quoi je réfléchis en premier. Puis je commence à construire l'histoire. Jusqu'à ce que le récit soit écrit, je peux tout imaginer dans ma tête. Mais à partir d'un moment, pour savoir quel genre d'émotions ces personnages vont avoir, il faut vraiment que je me remette en cause. Parfois, quand mon récit est construit, il arrive que je ne parvienne pas du tout à dessiner.
Je n'arrive pas à attraper cette réalité des émotions chez mes personnages. Je suis incapable de retranscrire exactement ce que je veux dire. Et il peut arriver que je ne fasse rien pendant plus d'un mois. Je reste enfermée chez moi. Cerner un personnage réaliste, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Alors j'essaye souvent d'en discuter avec des personnes de mon entourage qui ont un peu le même caractère que mon personnage. Je m'imagine aussi comme étant ce personnage pour mieux le comprendre. Je pense que mes œuvres sont assez éloignées des shoujo mangas, les mangas pour filles. Parce que les shoujo mangas ont souvent comme thème principal des histoires d'amour un peu naïves. Les personnages ont de grands visages avec des grands yeux pleins de lumière. Dans les arrière-plans, par exemple, au lieu de paysages réels, on retrouve souvent des décors qui sont là pour faire passer des émotions, comme des fleurs, des bulles d'eau, ce genre de choses. C'est un peu ce qui fait la spécificité des shoujo mangas. En plus, je dois avouer que je ne trouve pas trop d'intérêt à ce type d'écriture et de dessin. Ma technique de travail est très différente. Et de toute façon, je crois que les lectrices des shoujo mangas ne recherchent pas les mêmes émotions que moi. Ce soir, j'ai décidé de faire une ultime razzia dans l'une des librairies manga de Shibuya. Toutes mes envies peuvent être assouvies. En passant de rayon en rayon, je m'aperçois que j'aurais pu aussi vous parler de Miki, Kato et Hashimoto, qui sont les auteurs d'un genre à succès ici, les mangas de cuisine. Leur histoire en cours, qui compte plus de 30 volumes, se déroule dans Tsukiji, le plus grand marché aux poissons du monde. Chaque volume nous divertit en nous apprenant à cuisiner un poisson particulier. J'aurais pu aussi évoquer cette star des médias qu'est Hirokan Kenshi, dont le manga retrace depuis plus de 20 ans la vie quotidienne d'un salariman. Ou même vous présenter le seul mangaka occidental vivant au Japon, le français Frédéric Boilet. Ils sont des centaines, ces mangakas illustres comme Otomo, le père d'Akira, ou les filles du studio Clamp, à divertir chaque jour des millions de lecteurs sur toute la planète. On les retrouve adaptés en dessin animé ou même en long métrage à Hollywood. Sexe, science-fiction ou vie quotidienne, ils nous parlent de tout parce qu'ils sont à l'image de notre monde. Voilà, mon histoire est terminée. Je serais bien resté plus longtemps à parcourir tous ces mangas. Et mes amis vont me manquer. Mais avant de tourner la page finale, j'ai décidé de m'accorder une dernière balade dans le monde manga. Un monde bien plus grand et bien plus riche que je n'avais pu l'imaginer.